je vais vous les présenter un peu plus, je vous l'avais promis. Michel Briand, voilà, qui prend le micro, qui est là. Donc Michel Briand, pas facile de présenter Michel Briand vu vos multiples activités. Donc on en a choisi quelques-unes. Vous êtes au moins professionnellement directeur adjoint de la formation à Télécom Bretagne. C'est ça? Oui. Super. C'est le métier. Voilà, vous êtes co-animateur d'un magazine qui s'appelle Innovation Pédagogique. Vous avez été élu de 1995 à 2014 à la ville de Brest et à Brest Métropole Océane, en charge, entre autres, au moins pour ce qui nous intéresse ce soir, de l'Internet, du multimédia, de l'aménagement numérique du territoire. De la citoyenneté, l'économie sociale et solidaire. Voilà, ça nous concerne aussi ce soir, vous avez raison. Vous allez pouvoir donc nous faire part de vos différentes expériences. Et je participe donc à une structure qui s'appelle le Conseil national du numérique, qui est en gros une structure de concertation qui, normalement, donne un avis au gouvernement sur l'ensemble des projets de loi. L'avis n'est pas toujours positif. Hein, mais... Notamment une grande concertation nationale, en ce moment, qui a copié la Mester. La Mester a voulu lancer une concertation sur le numérique. Du coup, le gouvernement en a fait de même. Tout à fait. À vos côtés, Philippe Denis, vous êtes président de l'association Quantique. C'est une association lorientaise sur les usages du numérique pour, je cite votre site, voilà, pour l'apprentissage du numérique tout au long de la vie. Vous agissez en matière de formation, d'organisation d'événements autour du numérique et vous avez, je cite également, la volonté d'accompagner les changements sur les questions du numérique. Ah, il est parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, en effet, ça paraît quelque chose d'un peu ambitieux, c'est-à-dire le numérique. Déjà, de quoi on parle, c'est plein de choses, hein. C'est Internet, c'est les nouvelles technologies d'information et communication, c'est tous les usages de la vie courante que vous allez utiliser pour vos besoins professionnels, familiales ou de loisirs. On va y venir tout de suite, pour juste de... Et voilà, donc c'est dit, donc on s'en sert du numérique, mais pourquoi faire? Donc c'est plus une asso basée sur la réflexion des usages et comment mieux vivre avec le numérique et mener des projets ensemble. Merci. On va rentrer très vite dans cette question des usages. Juste vous présenter le déroulement de cette table ronde. On a proposé 3 questions pour organiser cette table ronde. 3 questions qui sont des questions simples. L'objectif de cette soirée, c'est vraiment de pouvoir être pédagogique et je vous invite à le faire de manière poussée, à être pédagogique sur cette question qui peut apparaître complexe autour du numérique. Donc les 3 questions qu'on propose, elles sont simples, je vous disais. Le numérique, mais concrètement, de quoi on parle en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot qui peut sembler un peu magique et qu'on met à toutes les sauces? Donc, de quoi on parle quand on parle de numérique? La deuxième question, quels sont les enjeux aujourd'hui et les enjeux à venir autour du numérique? Et la troisième question, que peut faire une collectivité en la matière? Enfin, vous dire juste que vous avez aussi la parole durant cette table ronde. On ne va pas seulement écouter des experts, aussi brillants soient-ils. Après la table ronde, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas pensé au jeu de mots, j'y ai pensé en le disant. Après la table ronde, vous aurez l'occasion d'échanger par table et de restituer ensuite la synthèse de vos échanges à tout le monde, mais aussi directement, maintenant, pendant la table ronde, vous avez 2 moyens qu'on vous propose pour réagir ou poser vos questions. On a aussi essayé de tabler sur le numérique, donc vous pouvez faire remonter vos questions, vos réactions par SMS. Et oui, mieux qu'à la télé, par SMS. Donc il y a un numéro qui est là, qui va rester affiché, de 06 70 76 07 69. Vous avez des questions par rapport à ce qui est dit, des réactions, vous pouvez les envoyer. C'est Marie-Noël ici qui va les recevoir. Si vous n'avez pas de forfait, vous pouvez aussi utiliser les post-it qui sont à votre table. Ça marche aussi. Les méthodes artisanales fonctionnent. On va peut-être éteindre juste le chauffage parce qu'on va plus s'entendre. Puis il fait suffisamment chaud, non? Ça va. Donc, vous pouvez aussi faire monter vos questions par post-it. Il y a des post-it à votre table, remplissez-en un, levez la main et Linda va passer, va les remonter. Tout ça sera centralisé par Marie-Noël et à la fin du temps de chaque question, on aura un temps pour présenter les remontées de la salle et nos intervenants pour réagir. Voilà. Voilà le dispositif qu'on propose. On démarre avec la première question. Alors, juste, pour resituer un petit peu, on va pas du tout être dans un débat technique. On va être dans une compréhension de comment la société est transformée par nos usages du numérique. Il fut un temps où l'homme ne savait pas écrire. Ce temps n'est pas si vieux que ça, 3000 ans. Et ce temps où
on ne possédait pas l'écriture. Ce temps d'avant s'appelle la préhistoire. Donc la préhistoire, avant l'histoire, sa préhistoire. L'écriture est arrivée, et avec l'écriture, il y a eu une série de changements de société. Avec l'écriture est arrivé le monothéisme, les religions avec un seul Dieu. Avec l'écriture, les chiffres sont apparus, on a commencé à compter, on a commencé à pouvoir enseigner. Et puis, 1500 ans plus tard, est arrivé effectivement l'imprimerie. Et avec l'imprimerie, eh bien, l'éducation a été possible. Avec l'imprimerie, il y a eu toute une série de débats de religion. Avant l'imprimerie, le curé de campagne n'avait pas la Bible. Il ne pouvait pas montrer la religion telle qu'elle était écrite, il connaissait par cœur. Les livres n'étaient pas disponibles. Après l'imprimerie, chacun pouvait lire la Bible, la commenter, la discuter, et c'est ainsi que sont apparus le protestantisme et d'autres façons de protester, ou de dire il y a d'autres possibilités de vivre sa religion. Avec l'imprimerie et l'éducation, il y a eu les journaux, et donc toute une série de transformations de la société. Aujourd'hui, le numérique, c'est quoi? C'est un traitement de l'information avec de l'informatique, quelque chose qui permet de traiter des textes et de les représenter sous des codes numériques, des 0 et des 1. Sur les 0 et les 1, sur représentation de l'informatique, aujourd'hui, il y a pratiquement plus de secrétaire qui tape avec une machine à écrire. Quand j'étais jeune et militant, on avait des stylos, des Ronéo, aujourd'hui, maintenant, un document, vous voulez le diffuser, vous le diffusez sur Internet et vous pouvez avoir 1000, 2000, 100 000 personnes qui vont le lire. Quand vous avez un appareil photo, la photo que vous prenez, vous l'envoyez à travers votre téléphone, vous l'envoyez par courrier électronique. Et donc, les photos que vous prenez sont numériques. Les sons que vous écoutez à la radio, les sons que vous écoutez sur les disques que vous téléchargez, sont des sons numériques. Et le fait que les textes, les sons, les images soient traités de façon numérique change énormément de choses. Et ces changements sont structurels. Vous connaissez tous les difficultés des majors des disques, parce qu'aujourd'hui on peut télécharger de la musique, on peut dupliquer de la musique, et donc tout le secteur de la musique et de la vidéo a été interrogé. Vous connaissez aussi la possibilité maintenant de réserver des chambres par des systèmes comme Airbnb. Et aujourd'hui, c'est une part importante des hôtels à Paris, c'est ce type d'hébergement. Aujourd'hui, les hôtels sont obligés de négocier avec ce qu'on appelle des plateformes comme Google ou d'autres qui permettent effectivement de réserver. La plupart des gens qui voyagent aujourd'hui vont regarder un peu quel hôtel ils vont prendre, quel avion, quel train ils vont prendre, avec les outils des réseaux numériques. Donc, je termine juste, ce qui se met en place, c'est une transformation de la société. Et dans cette transformation de la société, en fait, tous les secteurs sont concernés de la même façon. Qu'il s'agisse de la santé, on pourra en parler tout à l'heure, de l'éducation, que ce soit la musique comme on évoquait, que ce soit les administrations, toutes nos façons de nous informer, de nous éduquer, de travailler dans l'entreprise sont modifiées par cette nouvelle révolution équivalente à l'écriture et à l'imprimerie. Donc le débat, c'est aujourd'hui, notre société se transforme. Et par rapport à cette transformation, comment faisons-nous en sorte pour que tout le monde ait sa place, que tout le monde ait plus de pouvoir d'agir? Comment faire en sorte que les méfaits du numérique soient limités? Parce que le numérique, c'est aussi de la surveillance massive. Vous connaissez tous l'affaire Snowden. C'est la possibilité, effectivement, que vos données personnelles soient utilisées par Google. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque ceux qui ont une adresse électronique chez Gmail, vos courriers sont tous lus. Ils sont archivés, ils sont indexés. Faites l'expérience. Envoyez un courrier à vous-même parlant du Maroc, et dans les heures qui suivent, vous trouverez de la publicité contextuelle sur le Maroc. Donc, tout ce que vous faites est espionné. Donc, le numérique, c'est pas bien ni mal. C'est une évolution technologique qui
qui apporte des changements de société. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Aujourd'hui, dans ce changement de société, comment fait-on pour être citoyen d'une société numérique? Comment fait-on pour que ça apporte du progrès, du vivre ensemble? Et comment fait-on pour limiter les dégâts du numérique? Parce que toute technologie apporte des catastrophes. Un train peut dérailler, une centrale nucléaire peut donner Fukushima, le numérique peut donner des catastrophes. Et donc, les enjeux pour nous, c'est de comprendre ces transformations, parce que ces transformations sont là, et on ne peut pas y aller contre. Si on freine sur le numérique du point de vue de la société, eh bien, d'autres développements vont se faire dans d'autres pays, et notre économie ne tiendra pas le coup. Chacun peut choisir d'utiliser pas le numérique, comme chacun peut choisir de regarder ou pas la télévision. Et du point de vue du fonctionnement de la société, des administrations, de l'école, de l'éducation et de la culture, on ne peut pas faire la place du numérique. Merci. Parfait. Monsieur Denis, donc là on était sur les transformations de notre société. Votre association Quantique travaille particulièrement sur les usages, si on se place du côté justement des usages. Alors c'est quoi le numérique aujourd'hui? Quel est le panorama de ces usages du numérique? Voilà, donc Michel l'a très bien expliqué, le numérique, je reviens à la définition, il y a tellement de termes. Alors j'ai une anecdote qui paraît un peu stupide, c'est mon frère Milan Esther, il a été tiré au sort pour venir ce soir. Pour ceux qui sont plus âgés que moi, qui ont 12 ans plus que moi, il me dit mais c'est quoi le numérique? Il n'a pas internet, il n'a pas de téléphone portable. Voilà, je ne sais pas. Alors, je lui ai expliqué, c'est très bien que je suis assez fort dans ce domaine, j'ai des pratiques des usages depuis 1996, mais je sentais qu'il y avait un sentiment de honte de me dire je ne sais pas ce que c'est le numérique. Je lui ai dit, tu sais, ils ont inventé ce terme-là pour me dire en fait c'est des usages d'Internet. Par exemple, quand je fais tes déclarations d'impôts en ligne, voilà, tu utilises Internet pour ça, tu réserves un billet de train, un billet d'avion, c'est des canaux qui permettent de mieux vivre. Voilà. Du coup, ça l'a rassuré, oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Ça paraît. Donc il s'est excusé de ne pas finir ce soir. Et voilà, je lui ai dit, le jour où tu auras un ordinateur, Internet, bien évidemment. Donc voilà, il y a aussi ce côté, je ne sais pas faire, je ne sais pas utiliser. Donc moi, je trouve que le numérique, c'est important de l'apprendre et de trouver des structures, des moyens d'apprentissage du numérique. Souvent, il y a des reçus aussi de la part de personnes. Moi, je fais de la médiation numérique depuis 1997 dans une médiathèque. Et je reçois énormément de public qui me disent mais moi, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont très doués avec l'ordinateur et Internet, il n'y a pas de souci, ça va tout faire. Je dis oulala, attention, vous pensez qu'ils savent tout faire parce qu'ils sont assez agiles avec l'outil. Et voilà, ils n'ont pas peur d'aller sur l'outil. Mais par contre, ça ne va pas tout faire, bien au contraire. On démonte un peu le mythe du jeune qui est né avec Internet et l'outil dans la main. C'est pas forcément vrai. Moi, à la maison, j'avais un accordéon, je n'ai jamais suivi l'accordéon. C'est exactement le même métaphore. Donc, pour moi, ça change plein de choses. Travaillant en médiathèque, il s'est passé une chose, c'est l'arrivée d'Internet en 97-98. La catastrophe, les gens ne vont plus venir, les gens vont rester chez eux, on ne va plus lire du tout. C'est absolument pas vrai, il y a différentes formes de lecture avec le numérique, mais le livre reste quand même quelque chose, une culture qui est sacrée, et bien cotée, etc. Donc il n'y a pas de souci. Il y a des métiers qui disparaissent, le projectionniste maintenant c'est le cinéma numérique, etc. Mais on fait avec, et puis c'est une plus-value pour vous. J'ai beaucoup de demandes de personnes, j'aimerais contacter, faire des contacts avec mes petits-enfants, apprenez-moi à utiliser Skype. Comment je peux utiliser Skype pour rester en contact? Une visioconférence, voilà. C'est ça le numérique aussi dans la vie de tous les jours. Selon vos besoins, vos attentes, vos envies, tout est possible. Il y a sûrement des choses ou des endroits pour apprendre à la mystère, vous êtes bien outillés pour ça, pour apprendre le numérique et Internet. Je voudrais juste rajouter un point important, c'est que le numérique a une propriété intéressante, c'est qu'un objet numérique, vous pouvez le copier autant de fois que vous voulez, vous ne privez pas celui qui possède de l'avoir. Pour être simple, j'ai acheté une musique, vous téléchargez une musique, je peux vous prêter mon disque dur, vous recopiez une musique et vous avez la musique. Et moi je l'ai aussi. Et ça ne coûte rien. Aujourd'hui, vous prenez des disques durs ou des trucs ou des clés USB,
pouvez avoir des centaines de milliers, des millions de chansons sur un petit disque qui vaudra quelques dizaines d'euros. Donc le numérique nous confronte pour la première fois de notre société à l'abondance. Toute l'histoire de notre société, c'est de partager les richesses parce qu'il faut que tout le monde en ait. Sauf que, dans le temps actuel, on a plutôt tendance à enrichir les riches. C'est un autre débat. Avec le numérique, ce qui est bien, c'est que vous prenez un objet numérique, qu'il s'agisse d'une photo, d'un texte, d'un bouquin, d'un film, vous le passez à votre voisin, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la première fois dans notre histoire où le numérique nous confronte à l'abondance. Et on ne gère pas l'abondance comme on gère la technologie. Si les choses sont abondantes, vous pouvez les donner, vous pouvez les partager, vous pouvez les copier. Et ça, ce qui est vraiment très important, c'est que quand j'étais à l'école, on m'a appris à cacher ma copie. On nous apprend à être les premiers, les meilleurs. Avec le numérique, ça ne marche pas comme ça. Avec le numérique, il faut apprendre à copier. Ce n'est pas la peine de réinventer les choses. Si un logiciel a été développé quelque part pour gérer une maison pour des jeunes, si un logiciel a été développé pour gérer le cimetière d'une municipalité, pourquoi réinventer et redévelopper un logiciel? Autant copier celui qui existe. Et les gens ont inventé effectivement une façon de faire qui s'appelle les logiciels libres, qui permet de le faire. Et donc aujourd'hui, dans notre société qui devient de plus en plus utilisatrice du numérique, il faut apprendre à copier, il faut apprendre à réutiliser, en respectant la loi, hein, mais aujourd'hui on n'a pas besoin de réinventer les choses, chacun de son côté. Pour un objet matériel, fabriquer une paire de chaussures, c'est parce que moi j'ai fabriqué ma paire de chaussures, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Donc il faut fabriquer 36 paires de chaussures. Dans le numérique, quand vous avez fabriqué un objet, et bien cet objet-là, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre. Et tout ce qui est de la philosophie du numérique, c'est une philosophie effectivement du partage et de la coopération. Comment on fait pour travailler à plusieurs? Et là, c'est des questions qui étaient inimaginables il y a 15 ans. Il y a 15 ans, vous aurez posé la question à quelqu'un, on va faire une encyclopédie où chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut. Vous allez dire, mais ça ne va pas la tête, ça ne marchera jamais, les gens vont écrire des bêtises. Et pendant des années, y compris les grands intellectuels français, nous ont dit, c'est pas possible, si tout le monde a le droit d'écrire, ça va être moche, ça va pas être bon, il y aura des bêtises. Aujourd'hui, vous allez voir Wikipédia. Wikipédia, il y a eu un accord avec l'éducation nationale cette année pour former dans les écoles les professeurs à l'usage de Wikipédia. Les évaluations scientifiques ont montré qu'elle était d'aussi bonne qualité que les meilleures encyclopédies mondiales. Ça veut dire que l'intelligence collective, si on s'y met tous et qu'on organise la façon de coopérer, ça marche. Un deuxième exemple, il y a aussi 10 ans, quelqu'un a dit on va faire une carte du monde en simplement, vous madame, vous avez un téléphone portable avec un logiciel de cartographie, vous allez marquer les coins de votre rue, et ainsi de suite. Chacun marque les coins de sa rue. Et petit à petit, comme ça, une carte s'est construite. Et depuis 5 ans en Bretagne, la carte officielle des services de l'État, des collectivités territoriales, des départements, c'est une carte qui vient de là, qui s'appelle OpenStreetMap, la carte ouverte mondiale. Et donc la carte ouverte mondiale, fabriquée par les gens, avec l'apport des collectivités locales, et la carte la meilleure en Bretagne. La carte officielle de l'Institut géographique national, si vous allez sur GeoBretagne, il faut la cocher en second choix. Elle est second choix. C'est plus la carte par défaut. La carte par défaut, c'est la carte faite par les habitants, un par un, qui ramènent de l'information. Et donc ça, c'est la deuxième caractéristique de la société numérique. On est dans une société qu'on appelle contributive. Une société dans laquelle on va demander à chacun, ou donner la possibilité à chacun, de contribuer. Chacun apporte sa petite pierre. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Sur Wikipédia, il y a quelques dizaines de milliers de contributeurs en France. Mais quelques dizaines de milliers, c'est terriblement efficace. Et sur OpenStreetMap, c'est terriblement efficace. Le problème, c'est que la carte OpenStreetMap, elle est libre.
La première commune libérée en France a été Ploirzel, à côté de Brest, où un animateur multimédia, Louis-Julien de la Bouère, cadre C de la fonction territoriale, a organisé des cartes parties des habitants. Il n'y avait pas de carte de la ville de Ploirzel. Et bien les habitants ont construit cette carte, et à la fin de l'année, le maire a distribué la carte à tous les habitants en disant « copiez-la ». Alors que les cartes d'IGN, de l'Institut géographique national, service de l'État, vous n'avez pas le droit de copier, c'est interdit. Et la grande révolution, c'est que l'État, aujourd'hui, est en train de comprendre qu'il faut effectivement non plus vendre les cartes, mais les mettre à disposition pour que les gens inventent des services. Par exemple, sur Brest, les habitants actuellement sont en train de cartographier les questions d'accessibilité, c'est-à-dire les trottoirs où il y a des escaliers où les gens peuvent pas passer en fauteuil roulant, etc. Et donc les gens mettent des informations sur les cartes qui ne peuvent pas être mises par IGN parce qu'ils n'ont pas le temps, les moyens de le faire. Et donc on rentre dans une société où on demande aux gens de participer et de contribuer à travers les blogs, à travers les retours d'usage des consommateurs. Tout le monde est amené à participer. Et donc ça, c'est un élément important à comprendre. On n'est plus dans une société où on décide d'en haut vers le bas. On est dans une société où maintenant, si les conditions sont réunies, si on organise bien les choses, vous pouvez collectivement construire les choses. Un tout petit exemple, on a créé sur Brest une encyclopédie collaborative qui s'appelle Wikibrest, qui est raconter la ville, que la mémoire, l'histoire, le patrimoine. Et ce sont des centaines d'habitants qui ont fait ça. Alors bien sûr, il n'y a que 1000 contributeurs sur Wikibrest, alors qu'il y a 150 000 habitants. Mais 1000, c'est beaucoup déjà. Et résultat, bien, on est à, je sais pas, 10 millions de pages vues sur Wikibrest. On a énormément de choses. Et donc, cette question du numérique, c'est aussi cette question, comment faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, qu'est-ce que les gens peuvent apporter, et qu'est-ce qu'ils en tirent. Parce qu'effectivement, quand tu contribues, c'est toi qui écris dans Wikipédia, qui écris dans OpenStreetMap, dans Wikibrest, et c'est aussi une valorisation des personnes. Là, on n'a pas valorisé simplement les chefs, on va valoriser toute personne qui contribue. Et ça, c'est une révolution profonde dans la société. On est dans une société où ce qui compte, c'est pas forcément le diplôme et la place hiérarchique, mais ce que tu fais au quotidien. Merci. Donc, participer sur le numérique. Organiser de la concertation sur le numérique, c'est presque un pléonasme. Oui, ça, c'est pas la concertation. Alors, juste là-dessus. Moi, je suis pour la concertation. J'étais élu aussi à la démocratie locale. Je pense qu'il faut maintenir les principes de concertation. Et quand on fait une concertation, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est la collectivité qui invite les habitants. La société contributive, c'est des gens qui se mettent ensemble sur un projet donné. Donc, c'est une touche supplémentaire. C'est l'étape, c'est complémentaire. Je pense que toi, c'est pas forcément mieux. Il faut de la concertation, mais il faut aussi maintenant inventer des systèmes où les gens peuvent eux-mêmes développer des projets et où la collectivité ne sera pas forcément l'organisateur du projet. Elle sera l'accompagnateur, celui qui facilite le projet. La collectivité animatrice, d'accord. Très bien. Thérèse Thierry, on va vous entendre maintenant. Outre votre fonction de maire de la Nester, vous êtes également vice-présidente de Lorient Agglomération, en charge, entre autres, de la société du numérique. Donc on y est. Qu'est-ce que vous mettez là? Moi j'avoue que je suis séduite, enfin, comme vous, et j'ouvre des grands yeux en écoutant Michel Briand, parce que son discours nous fait à la fois rêver et en même temps nous confirme qu'on a eu une sacrée bonne idée. Un, d'inviter à venir nous parler du numérique, et deux, à ouvrir ce premier cycle de concertation dans notre nouvelle démarche participative autour de ces questions du numérique, parce que vraiment là, on a en quelque sorte un levier, c'est-à-dire qu'au-delà de la concertation sur la préparation de notre schéma, on va finalement déclencher une démarche, déclencher un appétit, et déclencher un pouvoir d'agir. Je l'ai bien noté. Ce que je voulais juste dire, c'est que, je vais revenir à la question de l'agglomération, hein, mais c'est que sur la Nester, on ne part pas de rien, et que
cette vision de la place du numérique dans notre territoire, elle nous mobilise déjà depuis de nombreuses années, à savoir que la collectivité accompagne une association comme DEFI, par exemple, que je ne présente plus et qui contribue aussi à cette approche du numérique, ne serait-ce que par la question de l'acquisition de l'appareil ordinateur dont parlait Philippe tout à l'heure. Mais au-delà, la ville accompagne aussi un groupe de travail d'une commission extra-municipale senior qui s'engage sur ce chemin de l'informatique. Et cette idée d'accompagner, pour l'instant, on n'en a pas mesuré, je crois, la dimension telle qu'elle est exprimée par Michel Briand, parce qu'on est resté davantage sur une question technique. Et ça me permet de rejoindre la question que pose Damien Fournel, à savoir la société du numérique. C'est vrai que Norbert Théry, le président de l'agglomération, a confié une nouvelle délégation, à savoir l'enseignement supérieur, l'innovation et la société du numérique. Je dois vous dire que ces trois choses-là sont très liées et que c'est en faisant travailler ces trois idées-là que l'on va ensemble progresser. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de l'usage, et c'est ça qui nous concerne, qui nous intéresse peut-être davantage ce soir, mais au-delà d'un usage quotidien qu'on peut avoir, c'est vrai que la question du numérique, c'est aussi une question technique dans le sens des réseaux, c'est-à-dire oui au numérique, oui Internet, mais encore faut-il qu'on soit raccordé, qu'on soit connecté, et ça c'est toute la démarche de la fibre optique qui arrive, vous le savez, qui arrive à la Mystère, qui a déjà, qui est déjà une réalité dans le centre-ville, puis dans le quartier du Plessis, demain sur un autre quartier. Ça veut dire que la fibre optique pourra vous permettre un usage beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de votre informatique. Au-delà au niveau du numérique, de la société numérique et de l'agglomération, c'est aussi une question de développement économique, évidemment, une question de développement économique pour toutes les entreprises, parce que c'est une réalité au quotidien pour les entreprises, mais une question de développement économique aussi pour tout ce qu'on appelle les smart-up, et qui sont une réalité en cours, j'allais dire, en cours de développement, aujourd'hui pas encore suffisamment développé, mais il y avait la semaine dernière un temps fort à Lorient Agglomération qui s'appelle Web in Lorient, où on a vu en effet des projets présentés qui montrent tout ce côté magique, ce côté dynamique, qui fait qu'avec une personne, deux personnes, un ordinateur, eh bien, on crée une activité, on crée une entreprise, et surtout on répond à des besoins. Et c'est vrai que ce que disait Michel, aujourd'hui, la nouvelle donne de cette question numérique, c'est vraiment une question ascendante, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout se passait, y compris en matière économique et y compris en matière politique, beaucoup trop de manière descendante. C'est-à-dire qu'il y avait les élites qui décidaient et puis ça descendait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. C'est aussi une démarche que nous avons bien compris au niveau des élus de la Mystère. Le fait de dire la volonté politique s'exprime à travers la participation, c'est aussi ça que l'on cherche à faire monter. Eh bien, le numérique renforce et développe cette vision-là. Je terminerai par une question qui me paraît essentielle et qui a été aussi abordée par Michel, et c'est aussi un sujet au niveau de la société numérique vue par l'agglomération, c'est la question de la participation et de l'utilisation d'outils numériques. Vous savez que l'agglomération, c'est un territoire qui peut paraître lointain pour nous, lointain, à la fois proche parce qu'on est dedans, et en même temps lointain parce qu'il y a 25 communes et que les décisions semblent être prises par un conseil communautaire qui paraît un peu éloigné du quotidien des habitants. Eh bien, ce dont nous sommes convaincus et ce sur quoi je travaille avec les élus et les services de Lorient Agglomération, c'est de faire en sorte que le numérique soit aussi un outil de participation, qu'on puisse solliciter l'avis des habitants de l'ensemble de l'agglomération, plus de 200 000 habitants aujourd'hui, sur des questions qui les concernent dans leur quotidien.
On a en fait assez vite mixé les deux premières questions qui étaient celles de quoi on parle concrètement, de la définition et des enjeux. C'est assez dur de parler de façon neutre sans parler des enjeux. Je voudrais quand même revenir sur la question des usages numériques. On a parlé assez globalement des enjeux, oui justement, mais concrètement, de quoi on parle. Et pour ça, je voudrais vous donner quelques résultats. Michel Janin l'a dit tout à l'heure, il y a depuis le 15 octobre un questionnaire en ligne sur le site de la ville sur la question du numérique destiné à tous les habitants. On a aujourd'hui, je crois, plus de 230 réponses, donc ça a plutôt bien marché. Et j'ai quelques réponses quand on en avait 185. Donc, quand on avait 185 répondants, au niveau de l'équipement, vous notez quand même un très fort taux d'équipement. On n'est pas rentré sur cette question, mais c'était une question il n'y a pas encore si longtemps en termes de numérique. Aujourd'hui, sur les personnes qui ont répondu, il y a 97% qui ont un ordinateur, 55% un smartphone, 42% une tablette, 99% ont une connexion Internet à domicile. Mais on reste, et c'est aussi une des questions que je voulais vous poser, on reste sur l'aspect ordinateur, Internet. On voit sur d'autres usages du numérique, c'est là-dessus aussi que j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, la domotique, il y a une question, la domotique est-elle un usage dès l'année dernière? Il y a seulement 11% des personnes qui nous ont répondu qui utilisaient la domotique. Et les usages d'Internet, majoritairement les mails, 96% des répondants utilisent les mails, 95% utilisent Internet pour s'informer, 90% pour les services en ligne, c'est banque, impôts, 74% pour acheter, 50% environ pour la vidéo, les films ou la musique, 17% tiennent en blog ou un site. Sur la question des usages, je pense que c'est quelque chose qui continue à l'évolution. C'est pour ça que dans le rapport qu'on a rédigé au Conseil national du numérique sur justement la citoyenneté, on dit que l'inclusion avec le numérique concerne tout le monde. Quelqu'un qui est à l'aise aujourd'hui avec un outil, ordinateur, demain il ne sera peut-être pas à l'aise avec l'usage de nouveaux systèmes d'information dans une entreprise. Il ne sera peut-être pas à l'aise avec apprendre avec ce qu'on appelle les MOOC, les cours massivement ouverts à distance. Et que les usages évoluent rapidement. Et si aujourd'hui on a cité quelques usages d'outils, il faut voir que ces choses sont très datées. Les blogs, ça date d'une dizaine d'années à peu près, 2003, 2004, les premiers, la possibilité d'écrire. Les réseaux sociaux, c'est aussi, de façon massive, 5-6 ans. C'est pas sûr que dans 5-6 ans, il y ait de nouveaux entrants qui détermineront de nouveaux usages. En particulier, des questions sur lesquelles aujourd'hui on travaille, on réfléchit, c'est toutes les technologies du numérique de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, 2 millions d'Américains apprennent à la maison et plus à l'école. Je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est une réalité. De plus en plus de cours à distance sont disponibles. Et que si l'école ne comprend pas les transformations du numérique, des systèmes alternatifs, concurrentiels, vont se développer. Et donc, il y a bien des enjeux là-dedans. On peut rester de son côté ou on peut aussi faire évoluer l'école. Par exemple, dans une société d'innovation, on a besoin d'essayer et de se tromper. Est-ce qu'à l'école, vous avez appris à vous tromper? Quand vous vous trompez, on vous fait du stylo rouge et un 0. Alors que dans la société transformée par le numérique, il faut apprendre à faire des erreurs, comprendre ces erreurs. Et c'est une des raisons pour laquelle on propose d'apprendre à coder ou à programmer dès l'école et le collège, parce que quand on essaye de programmer, on se plante. Et on regarde l'effet du programme et ça ne marche pas. Et on comprend l'erreur qu'on a faite sans être jugé par un professeur ou par un tiers. Et apprendre à faire des erreurs, c'est quelque chose d'important. Et donc, on voit que apprendre à copier, apprendre à faire des erreurs, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Pourtant, le numérique, c'est important. Tout n'est pas bien avec le numérique. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a aujourd'hui sur les iPhones, l'iPhone 6, il y a des capteurs. Et si vous mettez un capteur dans votre oreille, il relève votre tension, etc. Toutes ces données sont stockées par Apple. Et puis demain, peut-être que Apple vendra à votre compagnie d'assurance et vous constaterez que votre prime d'assurance augmente parce que vous n'avez pas couru assez aujourd'hui, vous avez mangé trop de sucre ou autre chose. Et donc le numérique, c'est ça aussi. C'est cette surveillance massive,
c'est les données accaparées par les géants des plateformes nord-américaines. Et petit à petit, le numérique prend en compte différents secteurs. Aujourd'hui, la banque fonctionne essentiellement par numérique. Les billets de train, beaucoup de gens le font par numérique, sur les transports. Demain, la santé. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Je vous ai donné les mauvais côtés de la surveillance. Les bons côtés, c'est que si on récolte des données des personnes qui sont atteintes de maladies, eh bien les gens, par la multitude, vont amener plein d'informations. On va pouvoir savoir comment les épidémies se développent, comment les gens guérissent, qu'est-ce qu'il faut que les gens guérissent. Et donc, il y a des méthodologies qui sont basées sur ce qu'on appelle le big data, les grandes données, où on va apprendre plein de choses sur la santé. On va mieux se guérir, on va mieux se soigner aussi, dans le même temps que des grands groupes vont accaparer les données. On a le positif et on a le négatif. Mais petit à petit, il est probable que le numérique va prendre en compte tous les secteurs de la vie quotidienne. Parce qu'effectivement, d'autres modèles économiques émergent qui sont plus efficients. Alors ça a un bon côté, pour les collectivités et pour l'État, c'est que travailler avec les outils numériques, ça ne coûte pas forcément très cher. Et donc, on fait des choses mieux et ce qu'on appelle plus efficient. Coopérer amène de l'efficience. Mais il faut encore contrôler les choses. Donc, sur ces questions d'usage, c'est petit à petit que les choses se développent. Et le bon côté des choses, c'est que c'est vous qui développez les usages. Quand les opérateurs téléphoniques ont inventé le SMS, c'était simplement de la signalisation de l'opérateur. Et ils n'avaient pas pensé qu'on pouvait envoyer des SMS pour envoyer des messages. Et aujourd'hui, l'usage majoritaire d'un téléphone par les jeunes, c'est pas de téléphoner, c'est d'envoyer des SMS. Denis, ça tombe bien, vous ayez le micro, je voulais vous relancer sur cette question des enjeux sur le site internet de l'association Quantique. Il est écrit les technologies sont au service de l'humain et non l'inverse. On était presque dans cette question, ça veut dire qu'il y a quand même un risque que ce soit l'inverse? Non, il n'y a pas de risque sur l'inverse. Si vous avez un ordinateur, vous n'utilisez pas, il ne se passe rien. Hein, une fois, on a dit Facebook c'est dangereux. Hein, c'est dangereux, c'est ce que vous mettez dedans qui est dangereux, etc. Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit. Un volet très important, c'est l'éducation, l'apprentissage. Hein, société d'abondance, le numérique, abondance d'informations. Mais comment trier l'information? Comment connaître la bonne information? Abondance d'images. Mais maintenant, les images, on peut les interpréter comme on veut, on peut les décontextualiser. Qui va nous apprendre ça? Hein, des choses comme ça. Wikipédia, on peut écrire des articles. Mais qui va vous apprendre à écrire dessus? Une technicité qui est quand même forte. C'est la médiation numérique. Donc, tu n'as pas cité qu'à Brest, il y avait des points d'accès à Internet numérique tous les 200-500 mètres dans le quartier avec un animateur pour cela, pour apprendre. On ne peut pas, vous pouvez faire plein de choses, mais il y a le volet apprentissage qui est intéressant. Donc il y a forcément de l'humain dedans. C'est pas la technique qui. Voilà, c'est les humains qui créent les usages. Quoi d'autre? Il y a eu tellement de sujets. L'éducation, alors 2 millions d'Américains qui apprennent en ligne chez eux. Ouais, mais ça ne marche pas l'éducation à distance. Il y a des universités, comme à Limoges par exemple. Les universités, on peut apprendre, on a une licence, on n'a que les cours en ligne. Ah, mais les 3 quarts abandonnent parce qu'il n'y a pas de retour. Les gens ne se voient pas dans l'année, ils se voient peut-être qu'une seule fois. Et une préparation à distance ne peut pas fonctionner si les gens ne se voient pas, ne se concertent pas. On travaille avec des gens, mais on ne les a jamais vus. C'est très difficile de travailler à distance avec des gens qu'on n'a jamais vus. On peut le faire, mais c'est vraiment une technicité et une habitude. Voilà. Donc il y a forcément de l'humain derrière tout ça. J'ai répondu à votre question. Juste, et du coup aussi, numérique, ça ne veut pas dire que virtuel. Il peut y avoir des robots, mais virtuellement, c'est pas virtuel. Soit je dis à distance, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui vous contacte, mais cette personne existe. Soit il y a des robots qui vont vous contacter, voilà. Mais ça, c'est du virtuel. Donc, il y a aussi la sémantique qui arrive. Sur les enjeux pour Midfield, il y a effectivement la médiation numérique, c'est important, Philippe l'a rappelé tout à l'heure. La médiation numérique, ça ne concerne pas simplement les espaces publics numériques, c'est aussi le rôle du projet éducatif local, c'est aussi des questions dans une maison pour tous, dans un foyer de jeunes travailleurs, dans une maison de retraite. Et donc faire en sorte qu'on puisse accompagner au plus près toutes les personnes. Ça concerne aussi, c'est un moyen, par exemple, pour des enfants autistes.
de pouvoir effectivement reprendre un contact avec le réel. On a plusieurs projets localement là-dessus, proposés par des parents d'enfants autistes, par exemple, pour des personnes handicapées aussi, pour l'accès effectivement à des documents. Un aveugle avec effectivement des documents en braille, la quantité d'informations accessibles est bien plus importante pour les personnes malentendantes également. Donc les médiations numériques, c'est quelque chose qui doit concerner l'ensemble de la cité. Et quelque chose, donc moi je travaillerais bien avec Madame la maire sur ce point-là, c'est de faire un audit, c'est-à-dire de repérer dans la ville de la Nestère toutes les personnes qui s'occupent du numérique. Et il y en a beaucoup plus qu'on pensait. Et donc ça peut être effectivement les grands classiques, mais aussi bien dans la médiathèque, aussi bien dans plein d'associations, ces questions-là sont présentes. Donc les médiations numériques, c'est un premier enjeu. Un autre enjeu, c'est aussi les nouvelles façons de coopérer. Apprendre à travailler ensemble. Et travailler en réseau, bah, ça concerne plein de gens. À Brest, par exemple, les documentalistes ont créé un réseau qui s'appelle Doc à Brest des documentalistes. Et qu'elles soient documentalistes de la mairie, de l'université, etc., c'est pas grave. Leur métier est le même. Et ce métier des documentalistes est un des métiers qui évolue le plus avec le numérique. Et donc, aujourd'hui, il y a 150 documentalistes qui sont en réseau. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que personne n'a donné l'ordre. Ce sont des documentalistes, 5 personnes qui avaient suivi une formation, un petit peu la coopération, qui ont pris, ceux qui ont dit, bah, si on se mettait un petit peu en groupe, et elles font des visites, elles vont voir comment elles travaillent les unes des autres, celle qui connaît un outil apprend à l'autre à travailler avec cet outil. Et donc ce réseau grossit. Le gros intérêt, c'est qu'avant, pour se former, les documentalistes brestoises, elles allaient à Rennes ou à Paris. Maintenant, c'est plus la peine. Parce que dans le réseau de 150, il y a toujours une ou deux qui est compétente sur un sujet et qui apprend aux autres. Avec l'avantage que la personne est sur place et que si après l'atelier, elle n'a pas compris quelque chose, elle appelle sa copine ou sa collègue. Et donc, apprendre à travailler en réseau, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un rapport qui vient d'être publié vendredi dernier de M. Philippe Lemoine sur un petit peu comment la France doit évoluer si elle veut effectivement devenir, je dirais, un peu compétitive dans cette société du numérique. Et lui, il propose la possibilité d'avoir de l'innovation ouverte dans les collectivités locales. C'est-à-dire que donner la possibilité, je ne fais que rapporter la proposition de Philippe Lemoine, par exemple, que le personnel de la mairie de la Nestère ou de l'agglomération de Lorient, ceux qui ont un projet, aient un petit peu de temps libéré pour travailler sur leur projet. Et que donner un peu la possibilité à des personnes de prendre un petit peu de leur temps pour élaborer un projet, finalement tout le monde sera gagnant. Le réseau Doc à Brest, 0 budget, 0 personne. Simplement, en plus de leur travail ou à côté de leur travail, elles s'organisent. Et ça apporte de la richesse pour tout le monde. Et donc l'innovation ouverte, c'est ça, c'est donner la possibilité aux personnes des écoles de faire l'innovation pédagogique, aux personnes de l'enseignement supérieur d'innover, aux gens d'une collectivité d'innover. Donc ça, c'est un autre enjeu, comment on favorise la coopération et comment on favorise l'innovation ouverte. Comment on dit, on a confiance en vous. Allez-y, faites des propositions, aidez-nous à revoir les choses. Des opérations qui commencent aussi à se monter, c'est ce qu'on appelle le co-design, le design, la conception des services publics. Donc toujours pareil, là c'est Rennes. Les documentalistes de Rennes ont inventé ce qu'ils appellent un biblio-remix. Alors, remix, les jeunes savent ce que c'est, un remixer de la musique, c'est prendre un morceau de musique et puis le triturer et le jouer un peu autrement. Et bien donc, les bibliothèques de Rennes, bibliothécaires, ont dit, on va remixer une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on travaille pendant une journée, le personnel de la bibliothèque et d'autres bibliothèques, usagers, et on va dire, comment voulez-vous que le service de la bibliothèque évolue? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse et qu'on ne fait pas? Comment peut-on penser la bibliothèque de demain? Et ça marche. Un an après le premier biblio-remix, cet été, on a ouvert le premier service inventé par les usagers. C'est-à-dire que les gens ordinaires ont dit, on aimerait bien ça, je ne sais plus ce que c'est, mais... Et donc, ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, il est possible de remixer le service public. Et de dire, voilà, il y a un service public qui marche comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire marcher autrement? Et ça, vous pouvez le faire. Si la mairie aide un petit peu à l'organiser. C'est encore un autre point. Un autre projet aussi qu'on a développé, c'est les appels à envie.
Vous savez ce que c'est qu'un appel à projet? Un appel à projet, le ministère en a fait un sur ce qu'on appelle les ateliers de fabrication numérique. 150 personnes réseau ont répondu en France. Et dans la vieille version des appels à projet, eh ben, on distribue l'argent aux 10 meilleurs. Et les 140 autres, dans le monde de la coopération, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut donner la possibilité à tout le monde de faire, et surtout, faire que les projets soient publics. C'est-à-dire que à Auch, s'ils ont une idée, à Marseille, s'ils ont une idée, cette idée peut intéresser Brest, Rennes, Lorient, Lanester. Et il faut expliquer comment chacun fait. Et faire en sorte que ce que inventent les gens à Metz, à Auch ou à Marseille soit réutilisable par d'autres. Donc ce qui compte, c'est l'envie de faire des gens et que le budget que la collectivité va mettre est tout petit par rapport au temps que les gens vont passer, par rapport à l'énergie que les gens vont passer. Donc, moi j'appelle ça des appels à envie. Je ne dis pas trop mon adjoint en finance, parce que ça fait un peu bizarre, mais ça fait 15 ans qu'on fait des appels à envie sur Brest, et ça marche chaque année. Ce n'est pas des grosses sommes, mais on est déclencheur d'une envie de faire. Voilà encore un truc possible au niveau de l'enjeu d'une collectivité. Un autre point aussi, c'est qu'avec le numérique, on apprend à travailler autrement. On a besoin de travailler avec d'autres. Moi, je ne suis pas favorable au travail à domicile. Par contre, imaginez ce qu'on appelle des tiers-lieux. Alors, des tiers-lieux, c'est quoi? Ça peut être ici, ça peut être un hangar un peu chauffé, aménagé, avec un coin convivial. Ça peut être un espace dans une bibliothèque, un espace d'un technopole. Des endroits où les gens travaillent ensemble. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous connaissez à Lorient ou Lanester un endroit où les profs peuvent travailler ensemble? Pas dans une salle des profs. Une salle des profs, c'est pour prendre le café, pas pour travailler ensemble. Les profs n'ont pas de lieu de travail où ils peuvent travailler avec d'autres collègues. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de ce qu'on appelle des tiers-lieux. Un tiers-lieu pour les web entrepreneurs, un tiers-lieu pour les gens d'économie sociale et solidaire, un tiers-lieu pour les habitants qui ont un projet, un tiers-lieu pour les profs. Et donc, on a besoin de nouveaux espaces où on apprend à travailler ensemble. Ça, c'est encore quelque chose qu'une collectivité peut faire, qui est en train de se développer un peu partout en France. Dernière proposition, les ateliers de fabrication numérique. Je vous parlais tout à l'heure du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est simplement dire, j'ai fait un logiciel qui rend un service, et au lieu de le garder pour moi, je considère que c'est ce qu'on appelle un commun, un bien commun, quelque chose que je mets à la disposition de tous, que tout le monde peut librement réutiliser et surtout le modifier et l'améliorer. Et bien aujourd'hui, donc depuis à peu près 4-5 ans, c'est parti du MIT, de l'université américaine, la possibilité de fabriquer des objets avec ce qu'on appelle des imprimantes 3D. Donc ces imprimantes qui fonctionnent avec du plastique, mais demain du métal et d'autres choses, et qui fabriquent des objets par couches successives. Mais la grande nouveauté, c'est que les objets sont libres. C'est-à-dire que quand quelqu'un fabrique un objet, la façon de fabriquer l'objet est décrite et elle est réutilisable. C'est-à-dire que si je prends le code, le programme qui fabrique l'objet, et que je le mets sur une deuxième imprimante, ça produira exactement le même objet. Et donc quand quelqu'un a inventé quelque part dans le monde un objet, cet objet est disponible pour tout le monde. Et aujourd'hui, donc, des ateliers de fabrication numérique se mettent en place un peu partout, en France et dans le monde, et on peut avoir un ou plusieurs ateliers de fabrication numérique. Et ce qui est rigolo, c'est que, y compris des grandes entreprises, comme Castorama, viennent de décider de mettre les plans de leurs appareils en libre accessible, de façon à ce que demain, on peut espérer que si une pièce détachée en plastique d'un aspirateur ou de quelque chose ou d'un objet ne marche pas, vous pourrez la fabriquer vous-même. Et donc, c'est aussi ce genre de choses, apprendre aux gens à fabriquer eux-mêmes des objets, à réparer des objets, avec le grand avantage, c'est que si on fait ça avec des jeunes dans les collèges, on va peut-être redonner le goût de la science et des technologies aux jeunes. Aujourd'hui, on manque de techniciens, on manque d'ingénieurs en France. Les écoles d'ingénieurs fonctionnent avec 40% d'élèves étrangers, alors qu'il y a du boulot dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'enseignement des sciences, et des mathématiques et de la physique, telle qu'elle est pratiquée, est fait de façon relativement abstraite. Alors que la technologie et la science, ça peut être concret. Tout ce qui est main à la pâte, etc. Et les ateliers de fabrication numérique,
C'est un moyen de fabriquer des petits robots avec des circuits Arduino, de fabriquer des objets avec des imprimantes 3D. C'est ludique, c'est amusant. Et en plus, les gens sont fiers de voir qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur la technologie. Et donc, du coup, la science devient plus abstraite, elle devient concrète, elle donne envie de faire. Et ça, on a besoin aussi de jeunes qui s'impliquent dans la science et la technologie. Merci Michel Voyant. On a déjà vu pas mal d'exemples de ce que peut faire une collectivité en la matière. C'était la troisième question. Je propose qu'on finisse le tour sur cette troisième question et ensuite on prendra les remontées de la salle. J'ai eu pas mal de post-it. Aller jusqu'à la table là. Donc peut-être Madame le maire, ici à l'ANESTER, les enjeux spécifiques à l'ANESTER de développement du numérique, qu'est-ce que vous prévoyez d'adopter un schéma de développement du numérique? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce schéma? Alors, première réaction déjà, ce lieu dont parle Michel Brillant par rapport à l'imprimante 3D et la possibilité de fabriquer des objets avec cette imprimante 3D existe déjà sur l'agglomération du Pays de Lorient, puisqu'elle existe sous la forme d'un atelier qu'on appelle Créafab, qui se situe à la Pépinière de Soie. Et c'est un endroit qui fonctionne sous une forme associative, donc vous pouvez, les uns et les autres, et cela de toute génération, hein, je parle ici pour les enfants qui sont présents, mais aussi pour les plus anciens, parce que je crois que c'est de 7 à 77 ans que l'on peut aller fabriquer ses propres objets. On peut même fabriquer son imprimante 3D. C'est pour vous dire qu'ils sont très avancés. Et dans le même coin, la Pépinière de Soie, vous voyez sûrement ce lieu à l'entrée de demeure, il y a un autre lieu qui s'appelle Plateau Compositique, qui est un lieu aussi très poussé en matière de nouvelles technologies et où ces questions d'imprimante 3D, ces questions de robots sont exprimées, explorées, exploitées sous la forme d'un laboratoire de recherche avec l'université et sont en capacité d'inventer, c'est une réalité aujourd'hui, ont été en capacité de contribuer à l'invention d'un robot qui permet de fabriquer des matériaux composites. Et les matériaux composites, chacun sait combien ils sont utiles aujourd'hui dans l'industrie, et en particulier dans une industrie à laquelle nous tenons et c'est l'industrie navale, et aussi en matière nautique. En tout cas, ce plateau compositique, moi je crois qu'un des enjeux, et ça me permet de revenir à la question de Damien, je crois qu'un des enjeux que l'on a aujourd'hui, c'est à rendre visible et à rendre lisible en effet tout ce qui existe en matière de numérique sur nos territoires, à le faire savoir, à le rendre contagieux, à le rendre le plus accessible et le plus partagé possible et à nous en donner la fierté. Je parle de ça pour tout, y compris pour les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les questions d'innovation liées à l'imprimante 3D, mais aussi pour notre capacité à faire en sorte que dans les écoles, le numérique soit une réalité, et ça, c'est déjà un début de démarche. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau du schéma du déploiement numérique? Encore une fois, c'est un travail que nous sommes pour lequel nous sommes en cours d'élaboration. Une première démarche que nous avons dès à présent mis en place, c'est de faire en sorte que nous, les élus, nous soyons connectés, nous soyons en pratique du numérique. Et vous allez voir, là, ce soir, je n'ai pas ma tablette, mais vos élus vont être tous, les 35 élus du conseil municipal, équipés d'une tablette numérique. Une tablette numérique, faire en sorte que nous en pratiquions, au quotidien. Vous allez dire, ça ne va pas changer grand-chose. Si, nous, ça veut dire que déjà, nous, ça change notre vision du monde, notre pratique quotidienne. Ça veut dire que nous sommes, comme l'a dit Michel, en apprentissage. Et ça fait écho à ce que je sais depuis un certain temps, en tant qu'ancienne enseignante, que l'erreur est source d'apprentissage. Donc, nous sommes nous aussi en apprentissage qui permettent aussi j'allais dire, de montrer l'exemple. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'être aussi nous en pratique. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est pas du tout dans un ordre de priorité, hein, mais ça me vient parce que je vois Olivier Lemort avec sa tablette en face de moi, donc ça me fait penser à ça. Le deuxième élément sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que nous réfléchissions avec nos services pour faire en sorte que le numérique aussi soit un outil de progrès et un outil
pour l'ensemble de nos services, faire en sorte que nos services puissent le pratiquer, donc que ça leur rende leur travail plus facile, plus efficace, plus efficient, mais aussi que ça rende une accessibilité et une proximité avec les Lannesquériens dans une approche de service public. Je parlais par exemple des inscriptions dans nos centres de loisirs, je parlais des inscriptions à la cantine, je parlais aussi de la dématérialisation au niveau des paiements en ligne. Ça fait partie aussi du travail qui est devant nous. Une autre approche sur laquelle il nous faut travailler, c'est de faire en sorte que toutes les générations soient concernées, soient associées à cette question du numérique. Et on a parlé des établissements pour personnes âgées, par exemple. En la matière, je crois que les progrès sont devant nous, en matière de gérontotechnologie, si je puis dire, mais il y a des choses déjà qui sont mises en place, à savoir la télégestion par rapport à nos aides à domicile, mais il y a aussi des choses mises en place dans nos établissements pour personnes âgées et qui prend la forme d'un tutorat, d'un accompagnement par les étudiants de l'enseignement supérieur qui viennent régulièrement à l'établissement de personnes âgées à Aragon, par exemple, accompagner les plus anciens d'entre nous sur cette pratique du numérique, parce que, encore une fois, cette pratique du numérique, elle appartient vraiment à tous. Donc la volonté, c'est de faire en sorte que, toute génération confondue, on soit dans une accessibilité au numérique. Ça fait longtemps qu'on avait eu quelques applaudissements. Merci, je propose qu'on écoute un peu les retours de la salle. Pour l'instant, on est resté entre nous là. Marie-Noël, on va vous écouter. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'SMS? Ça intéresse tout le monde. Merci. Donc, quelques SMS. Par exemple, un participant qui s'interroge sur le terme de société numérique et qui se demande si on ne devrait pas plutôt parler de société digitale. C'est le même mot, c'est plus à la mode. Le digital, c'est le mot numérique en anglais. Faisons le tour des remontées et puis on fait ça. Une autre question, le questionnaire est-il disponible dans un format non numérique? Sinon, la question du taux d'équipement peut se poser. Et enfin, le numérique n'est-il pas trop énergivore? Quel avenir de cette société, justement, qui se veut plus sobre et moins gourmand par obligation? Et enfin, les questions là. C'était les questions SMS, maintenant les questions par post-it. Jusqu'où ira la dématérialisation de tous les documents administratifs diffusés par l'État? Comment construire localement du numérique en s'inscrivant dans l'économie sociale et solidaire sans engraisser les multinationales? Avez-vous des exemples? Que fait le législateur face aux choses, entre guillemets, dangereuses du numérique? Et enfin, la formation des habitants accessible aux habitants. Merci Marie-Noël. Je ne sais pas dans quelle ordre, peut-être Michel Janin, on vous a pas entendu la lancer de table ronde sur la question du questionnaire. Ah oui, alors pour le questionnaire. Excusez-moi, j'ai oublié un commentaire. Un commentaire qui disait première réunion, généralité entre guillemets élégante, niveau Ouest-France ou le télégramme de Brest. C'est bon. Oui, pour le questionnaire, effectivement, s'il y a le questionnaire numérique qui est en ligne, il y a aussi le questionnaire papier qui a été mis dans différents endroits, entre autres, il est sur le marché régulièrement, le premier mardi de chaque mois, et aussi dans différents endroits, à l'accueil, dans les maisons de quartier, il y a différents endroits aussi. À la médiathèque, il y avait une expo sur le numérique. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre façon, c'est-à-dire que quand vous irez vers les habitants, ce sera aussi une autre façon de pouvoir faire autre que le numérique. En prenant aussi la température de la population, parce que là je crois qu'effectivement on a plein de choses. Moi ça me dépasse beaucoup, moi je suis vraiment, il y a beaucoup de choses, je ne suis pas du tout au diapason avec tout ce que vous dites. Parce que là, déjà, je crois qu'il y a toute une population ici qui a besoin d'être informée, formée,
Et puis c'est pour ça qu'on commence justement toute cette démarche. Il y a moyen aussi d'avoir toute une série d'activités pratiques. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Louis Julien. Donc, comme ça marchait bien, ces cartes participatives, bah, finalement, il a démissionné de son emploi à la mairie, il a créé son association. Donc, il fait l'économie sociale et solidaire. Et donc, maintenant, il fait de la formation à la coopération et il apprend à d'autres à faire des cartes participatives. Donc, vous pourriez, par exemple, faire une carte participative sur la Nester, c'est pas compliqué. Donc, essayez donc avec des GPS de construire des éléments de carte qui manquent sur la Nester, là une petite activité pratique. Donc je pense que ça pourrait être intéressant aussi que dans le processus que vous mettez en place, il y ait une série d'activités pratiques. Un autre élément qu'on peut faire aussi, c'est contribuer à Wikipédia. C'est pas si simple que ça, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il y a tout de suite quelqu'un qui va dire, si vous prenez par exemple la notice de la mairie, que vous la mettez sur Wikipédia pour expliquer ce que c'est qu'un bâtiment communal, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Wikipédia, il faut dire d'où vient l'information, et on met que de l'information libre. Et souvent l'information qu'on récupère sur le web, elle a un droit d'auteur qui limite l'usage. Et donc on n'a pas le droit de recopier les choses comme ça et de les mettre dans Wikipédia. Donc par exemple, améliorer les articles parlant de la Nester ou de telle ou telle activité à la Nester de Wikipédia, ça peut être fait. Et donc tout ça, Louis Julien il peut se déplacer pour animer, la copine qui anime Wikibrest à Brest, elle peut venir vous expliquer comment ça marche. Donc on peut imaginer que, je dis ça là, les Fab Labs, c'est très bien qu'il y ait un Fab Lab sur l'agglo, mais pourquoi il n'y en aurait pas un ici même? Et donc pourquoi pas imaginer ce truc-là. Quelque chose qui marche bien aussi, les Open Bidouille Camp. Alors, c'est des mots anglais, ça s'appelle la foire à la bidouille en français. Une foire à la bidouille, c'est simplement un endroit où on invite tous les dealers. Donc ceux qui fabriquent des circuits électroniques, ceux qui font de la réparation de vélos pour les recycler, etc. Ça marche super bien, c'est donc aussi comment on réutilise les choses, y compris avec le numérique. Donc ça me semblerait intéressant que dans ce processus-là, il y ait aussi des activités concrètes qui relèvent effectivement de cette ouverture au partage, à la coopération, à la contribution, à l'usage des outils numériques de demain. Le co-design de service, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un design de la médiathèque, s'il y en a une à la Nester, ou de la bibliothèque à la Nester? Et c'est pareil, moi je peux vous donner, tous les gens avec qui on travaille, ils sont coopératifs. Et c'est ça qui est aussi important, c'est que une fois qu'on a goûté à la coopération, c'est une expérience irréversible. On ne revient pas en arrière. La coopération, ça diminue de beaucoup les conflits et c'est sympa. Et donc, sur repenser la bibliothèque, vous invitez Léa de Rennes, elle viendra sur comment on écrit sur un wiki, qu'est-ce que ça pourrait être un wiki territoire, elle viendra. Chaque fois, je peux vous donner les noms des gens en Bretagne qui sont prêts à venir. Donc faites des choses concrètes comme ça. Ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais ça permettra de toucher du doigt un petit peu toutes ces évolutions du numérique. Et comme ça, on ne sera pas simplement dans West France et dans le Télégramme. Philippe, je ne sais pas, il y a au moins 2 questions que j'ai notées là. Énergivore, Emmanuel? Je ne suis pas spécialiste du tout de la question. C'est plutôt Michel. C'est un vrai problème. Mais je pense qu'on ne va pas rentrer aujourd'hui. C'est vrai que les serveurs, les cartes de service, etc., ça bouffe énormément d'énergie. Et il faudrait un quart d'heure pour traiter. Je pense que très bien. Si, la donnée, c'était 1 minute de recherche Google dans le monde, c'est 2 tonnes de COD évaporées toutes les minutes. J'ai appris ça au forum des usages de Brest en juillet dernier. Alors par contre, un truc que vous pouvez faire, à Brest, on a mis 15 salles de visio dans les quartiers à Brest. Une salle de visioconférence, c'est permettre effectivement aussi de dialoguer avec des gens ailleurs. Et une salle de visioconférence, ça évite les déplacements. Donc là où je travaille à Télécom Bretagne, bon, c'est une école de télécom, hein, on a 8 salles de visio qui sont utilisées toutes en moyenne 1 fois par jour. Je ne vous fais pas le calcul, mais je peux le faire. Elles sont amorties, chaque salle est amortie en 1 mois et demi. Ça fait 5 ans que je l'utilise, c'est-à-dire qu'on a remboursé 20 fois le coût de la salle.
Donc il y a aussi des outils comme ça qui pourraient être mis en place, et le jour où vous voulez avoir un conférencier, tout le monde n'est pas toujours prêt à se déplacer de Paris-Lille jusqu'à Lorient ou jusqu'à Brest, et ça vous permet aussi d'avoir des gens qui viennent, et aujourd'hui on a la qualité d'image vidéo avec les réseaux, avec Megalis et ces trucs-là, donc ça c'est aussi des choses possibles. Il y a une salle immersive à l'université de Lorient, donc voilà. Et à la Nestlé aussi. Pour terminer, et ensuite on passe au temps d'échange de table. La visioconférence, ça existe à la Nestlé, à Bretagne Sud Habitat, donc, que vous connaissez, le bailleur social de la Nestlé, où il y a une salle de visioconférence qui sert tous les lundis après-midi lors de la commission d'attribution, c'est-à-dire qu'à cette visioconférence, Myriam Cochet, l'adjointe au logement, siège et participe à cette visioconférence, des gens à Vannes, des gens à Auray, voire des gens à Pontivy, et donc il y a une commission d'attribution qui fonctionne en termes d'attribution des logements. La question de la pratique, moi je suis complètement convaincue de ça, c'est-à-dire qu'au-delà dans notre cycle de concertation et dans notre vision de la participation, au-delà d'une conférence, au-delà des réunions, il y a cette idée de faire ensemble. Et c'est peut-être qu'en faisant ensemble qu'on va se donner le goût et qu'on va avoir, comme on dit ici, on va avoir du goût. Mais c'est tout à fait la bonne manière de voir, puisque dans la participation telle qu'on l'a pensée, on a ce troisième temps, les initiatives citoyennes. On disait pour l'instant une fête de quartier, un repas, etc. Mais pourquoi pas une carte partagée de la Nestlé. Et troisième chose que je voulais dire, je n'ai jamais regardé Wikipédia sur la Nestlé. C'est quelque chose sur laquelle je vais me... C'est les plages les plus visitées. C'est des pages, voilà. Il faut quand même qu'on aille voir ce qu'ils disent sur Wikipédia, sur la Nestlé, et des fois qu'il faudrait compléter ou on carra ça plus. C'est sûrement très beau.